Mesdames et messieurs, bonjour. Merci à nouveau d'être là. Je vois quelques personnalités qui étaient déjà avec nous la semaine écoulée. Merci d'être revenus ici encore ce matin pour ces entretiens politiques de l'association qu'organise l'association béninoise de droit constitutionnel. Alors, la semaine écoulée déjà, nous nous sommes retrouvés ici pour échanger autour d'un thème capital, autour d'un thème très important. Je le rappelle très brièvement pour ceux qui n'étaient pas là, le rôle des partis politiques dans l'élection à venir, l'élection présidentielle à venir, dans le processus électoral, c'est-à-dire pendant, pendant et après l'élection présidentielle. C'est autour donc de ce thème que nous avons échangé et débattu la semaine écoulée. Eh bien, aujourd'hui, pour cette deuxième journée, nous allons aborder un autre thème sur, bien entendu, la rationalisation de la fonction ou des fonctions gouvernementales, c'est-à-dire quelle doit être l'architecture, sinon la charpente de l'exécutif pour une gouvernance de qualité. Mesdames et messieurs, comment les partis politiques participent à la formation des différents gouvernements? Y a-t-il au Bénin une stabilité gouvernementale? Y a-t-il au Bénin, bien entendu, une stabilité gouvernementale? Quelle fréquence pour les remaniements? Combien de ministres? Et surtout, qui peut être ministre dans notre pays? Nous allons donc échanger autour de ces différentes questions. Mais avant, je vous annonce que nous aurons un panel, un seul panel, mais composé de 3 éminentes personnalités qui sont d'ailleurs assises déjà devant vous et quelques membres également de l'association béninoise de droit constitutionnel. Je voulais donc nommer, quand je parlais des personnalités, de Alessandre Rontonji, ancien ministre, Simon Narcisse Tometti, expert en aménagement du territoire, et Victor Tokpanou, ex-garde des Sceaux et maître de conférence en sciences politiques. Alors, comme il est de coutume pour ces échanges qu'organise l'association béninoise de droit constitutionnel, nous allons procéder à une petite cérémonie d'ouverture, et comme la représentante de l'association de l'ONG Anseidel n'est pas là ce matin, nous allons rapidement donner la parole au vice-président de l'association béninoise de droit constitutionnel, M. Simon Dako, pour son mot introductif. Je vous prie donc de le suivre. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. L'association béninoise de droit constitutionnel, par ma voix, vous souhaite la bienvenue dans cette salle de conférence du CEDIJ de la Cour d'appel de Cotonou. L'association béninoise de droit constitutionnel est une association créée par des Béninois, des juristes en l'occurrence, des juristes des droits publics, en vue de participer à l'éveil des consciences dans le domaine du droit et notamment dans le domaine du droit constitutionnel. C'est une association qui, pour atteindre ses objectifs, mène des activités qui conduisent donc effectivement à l'éveil des consciences dans ce cadre. Qu'après avoir organisé des séminaires de formation, des colloques, des entretiens, nous avons initié en vue donc des élections, de l'élection présidentielle de 2016, ces entretiens dont le premier volet donc a consisté à parler des partis politiques et de l'élection présidentielle, pour donc aborder la question de l'accession au pouvoir. Mais une fois accédé au pouvoir, se pose la question de la gestion du pouvoir. Et c'est pour cela que le deuxième volet donc de ces entretiens de l'ABDC porte sur la rationalisation de la fonction gouvernementale. Et c'est donc pour discuter de cette question-là que l'association béninoise vous a conduit dans cette salle. Et merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre appel. Je vous remercie. C'était donc M. Simon Dako, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi et également vice-président de l'association béninoise de droit constitutionnel. On va écouter très rapidement le professeur Frédéric Joël Aïvo pour son mot de bienvenue. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames les ministres, Messieurs les professeurs, chers collègues, je voudrais, au nom de
l'Association béninoise de droit constitutionnel, à la suite de notre vice-président, le docteur Simon Dako, vous renouvelez nos remerciements pour cette matinée que vous nous offrez. Et nous avons souhaité convier à ces deuxièmes entretiens des personnalités politiques de premier plan de notre pays, des universitaires, les acteurs du débat public, ce qu'on appelle communément la société civile, mais également tous les jeunes chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi pour réfléchir à nouveau sur un sujet majeur de notre pays, un sujet important qui, ces dernières années, a retenu notre attention, l'attention de tous les Béninois, en raison d'une chose simple qui a retenu l'attention de tout le monde, c'est que pourquoi entre 1996 et 2006, le président Kérékou a eu 3 gardes des Sceaux, et pourquoi dans le même espace, je dirais moins, en 9 ans, pourquoi le président Bouriaï a eu 9 gardes des Sceaux? C'est la question fondamentale. Pourquoi le président Solo, en 5 ans, a eu 3 gardes des Sceaux, dont un intérimaire, le président Kérékou, 3 gardes des Sceaux en 10 ans, et le président Bouriaï, 9 gardes des Sceaux? Pourquoi le ministère de l'Intérieur, secteur stratégique, non pas seulement pour nos biens, mais pour notre vie et notre économie, pourquoi a-t-on pu avoir en 9 ans 9 ministres de l'Intérieur? Pourquoi? Ce sont des questions sur lesquelles nous avons estimé que, sans ignorer les contraintes de la gestion de l'État, l'État, ce n'est pas une faculté, ce n'est pas l'université, ce n'est pas une entreprise, c'est l'État. Avec les contraintes que nous connaissons, les contraintes, les pesanteurs, j'en parle devant des personnalités qui savent mieux que moi et mieux que nous autres ce que c'est que le pouvoir politique, les fonctions ministérielles, les exigences d'un gouvernement qui ne sont pas que rationnelles, qui ne peuvent pas toutes être expliquées. Je suis entouré, comme vous le voyez, à ma droite, du président professeur Victor Topanou, président de FUR, d'accord, le professeur de sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi, dont l'expérience sur la question peut nous édifier. Le professeur Victor Topanou, je le rappelle à personne, a été conseiller juridique du chef de l'État, secrétaire général du gouvernement, ministre de la Justice, à ma droite, à ma gauche, pardon, à votre droite, à vous, le ministre Alexandre Montoli, qui lui aussi a été ancien ministre, conseiller spécial du chef d'État, donc ayant été au cœur de ses préoccupations. Et dans la salle, on a différentes personnalités qui ont, à des moments, et avec des chefs d'État différents, assumé ces responsabilités. Le ministre Semou, Madame Adigatou Matis, je vois l'ambassadeur Agossou, non moins ministre. Je vois également le président Zizoulopo, le président Golou. Mais il y a d'autres acteurs qui, tout en n'ayant pas été au cœur de ces activités ministérielles et gouvernementales, ont une implication politique dans la vie politique de notre pays qui nous intéresse à l'association, qui peuvent être utiles au développement de notre pays. Je vois le premier secrétaire du Parti communiste du Bénin, le professeur Noudenoumé, Madame Koto, qui a été ministre, et qui est également acteur politique au niveau du Parti du Renouveau démocratique. Mais il y a d'autres personnalités, le ministre Marcel de Souza, député à l'Assemblée nationale. Donc je vois toutes ces personnalités, je n'exagère rien en disant tous ces talents de notre pays, toutes ces compétences, toutes ces ressources de notre pays qui peuvent être utiles, qui doivent être utiles, qui doivent être conjuguées pour qu'ensemble, on explique pourquoi il y a une telle instabilité gouvernementale ces dernières années. Est-ce que
on doit tenter de relier nos premiers entretiens. Doit-on les relier à ces deuxièmes? Le lien ne sera pas forcé. Rappelez-vous, l'autre semaine, nous avons parlé des partis politiques et l'élection du président de la République. Et nous avons tous convenu qu'il faut faire comme tous les pays au monde, pas seulement occidentaux, certains pays qui nous entourent, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Niger, au Burkina, où ce sont les partis politiques qui génèrent, qui soutiennent, mais qui génèrent généralement les chefs d'État. Nous avons dit, c'est vrai, au Bénin, notre pays a une histoire singulière, mais qu'il faut que progressivement, nous travaillons à faire en sorte que les partis politiques qui sont au cœur de la vie politique puissent avoir la responsabilité entière et totale du pouvoir d'État. Non plus être associés à volonté, un peu, en étant dehors, rappeler, sortir, que les partis politiques ne soient pas aussi, là aussi je n'exagère rien, ne soient pas aussi exclus de la gestion du pouvoir. Parce que ces 10 dernières années, ce que nous avons constaté, c'est que le pouvoir, le gouvernement a été davantage individualisé, moins collectif, individualisé. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que, ensemble, nous pouvons rechercher des solutions à cette instabilité chronique. Je rappelle encore, peut-être pour davantage peser sur votre réflexion, que en 10 ans, nous avons eu, non, en 9 ans, nous avons eu 10 remaniements ministériels. 10 remaniements ministériels, en 9 ans. En gros, pour être synthétique, le président Boliaï a eu pendant les 10 ans la main sur la gâchette du gouvernement, du remaniement ministériel. Il a gardé constamment la main sur la gâchette. S'il était un militaire ou un policier, on aurait fait beaucoup de victimes. Il y a eu donc cette instabilité qui nous questionne. Est-ce qu'il n'aurait pas été possible d'utiliser en 5 ans moins de ministres que le président Obama en 8 ans? Je pense que c'est possible. Que la réflexion d'aujourd'hui, à l'association, nous sommes, c'est vrai, une société scientifique, mais nous osons aller sur certains terrains pour provoquer le débat et pour recueillir de vous qui avez été au cœur du pouvoir d'État, dans la gestion du pouvoir d'État, dans l'action du gouvernement, pour recueillir ce qu'on peut appeler, pour vous débriefer. Voilà, pour recueillir vos expériences, les compiler et peut-être les mettre au service. Parce que si on n'apprend pas de ce que vous avez fait de bien, et peut-être parfois de moins bien, on n'a aucune espèce de chance de corriger ce qu'il faudra faire pour l'avenir. Voilà, de façon ramasser les quelques éléments que je voudrais verser à votre réflexion. Il y a un autre ministère sur lequel l'attention a été supportée, c'est le ministère du Commerce. 9 ministres en 9 ans. 9 ministres. 9 ministres en 9 ans. On a établi une petite statistique, les chiffres sont déroutants. Est-ce que c'est peut-être parce que, je n'oserais pas rentrer dans l'explication, mais est-ce que c'est peut-être parce que, autour de nous, dans les pays de la sous-région, ceux qui gèrent le pouvoir ensemble sont des personnalités qui ont un parcours ensemble, peut-être. Si je vous découvre dans un gouvernement, je peux aussitôt vous relâcher immédiatement si je sens qu'on n'est pas compatible. Si je vous découvre à l'action, il est parfaitement possible que je vous relâche, que je vous éjecte immédiatement. Mais peut-être que si, je prends un exemple, un jour, demain, peut-être, je ne prendrai pas un parti spécifique, mais j'ai tendance à parler du PRD. Si un jour, peut-être, le PRD arrive au pouvoir, peut-être que le fait d'être resté ensemble pendant longtemps peut freiner. C'est une réflexion que je fais en même temps que je parle. Donc, je soumets en même temps, je la soumets à votre contre-expertise. Peut-être qu'il y aura un peu plus de stabilité. Si l'Union fait la nation, les forces connues pour un Bénin émergent, peut-être un peu plus unies, en étant un parti, assez de pouvoir en tant que tel, peut-être qu'il y aura, peut-être qu'on peut tendre vers une stabilité gouvernementale qui permette, qui donne au chef de l'État la stabilité nécessaire de l'action et non pas cette diarrhée gouvernementale
qui voit les gens venir, sortir aussitôt, venir, sortir aussitôt, venir, sortir aussitôt. Donc, qui, de notre point de vue, compromet quelque part l'efficacité des politiques publiques. Si nous gagnons le pari de la stabilité, si notre pays arrive à faire fonctionner dans un même gouvernement un effectif raisonnable, en donnant un peu plus de stabilité à des fonctions ministérielles, à des postes ministériels considérés comme stratégiques, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Économie et des Finances, où nous avons eu 6 ministres en 9 ans, le ministère de l'Économie et des Finances, 6 ministres en 9 ans. S'il y a une stabilité à ce niveau, au niveau de la justice, peut-être qu'on aurait eu des résultats bien meilleurs que ce que nous avons maintenant. Parce que des confidences, ou même de l'analyse même des chefs d'État, il semble qu'eux-mêmes concèdent le fait qu'ils peuvent parfaitement gouverner le pays avec 15 ou 20 ministres. Il semble qu'eux-mêmes le disent. Mais pour des contingences politiques, pour des exigences politiques, pour organiser la circulation des acteurs politiques, la rotation au niveau du pouvoir, et peut-être pour gérer aussi leur personnel politique, ils sont obligés de distribuer presque à tout le monde pour 2 ans, un peu comme des petits mandats qui sont offerts à des hommes politiques pour garder leur fidélité. Peut-être. C'est la raison pour laquelle je disais que tout ne peut pas s'expliquer de façon rationnelle, qu'il y a des contingences politiques dont nous avons conscience et peut-être dont vous allez nous parler pendant ces assises. Je voudrais enfin profiter pour, encore une fois, vous renouveler nos remerciements à tous ceux qui sont venus. Je vois le maire de Koulé-Kamé qui est avec nous. Je vois également le directeur du CIDES, M. Pierre Zanou, qui est notre expert consultant en matière de gouvernance, notamment sur les problèmes de politisation de l'administration, de politisation de l'efficacité de l'administration, qui est parmi nous. Je remercie vraiment tous les collègues de l'Université d'Abomey-Calavi qui sont venus ce matin. Je vous remercie. Merci au professeur Joël Aïvo, président de l'Association béninoise de droit constitutionnel. Merci également au vice-président qui est intervenu un peu plus tôt. Alors, la suite du programme maintenant, déjà à l'introduction du professeur Aïvo, je vais donner la parole à quelques personnalités ici. Je vais donner la parole à M. Pierre Zanou, il est expert en administration du travail. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les ministres. Et par rapport à la thématique, je crois que les anciens ministres qui sont dans la salle, c'est des véritables atouts pour nous et leur intervention pourrait beaucoup nous édifier par rapport au sujet qui nous concerne. Lorsque nous sommes interrogés, avons cherché, avons enquêté sur l'adaptation béninoise, togolaise, burkinabé et ailleurs, et en tenant compte de l'adaptation française comme valeur de référence, nous sommes parvenus à une forte politisation de notre administration. Nous sommes parvenus à comprendre qu'il y a une inflation du ministère, du département ministériel dans le pays, et qui constitue en même temps un goulot d'étranglement et qui bloque la coordination réelle. Nous avons constaté aussi cette instabilité des ministres, donc des ministres qui sont en poste et qui sont stressés du jour au matin, du matin au soir, et n'arrivent pas à exercer leur propre programme départemental. Parce que les conseils des ministres, c'est à tout moment. Je recommande qu'on réaménage un peu, qu'on simplifie un peu ces procédures. Tenir 3 conseils des ministres en une semaine, même les dimanches, même les samedis, alors ça pose un problème. Ceux qui ont été à l'œuvre comprennent ce que je veux dire, mais la politique a ses raisons que les raisons ne connaissent pas toujours, mais parfois les ministres sont fatigués, ils sont épuisés, et stressés, et du jour au lendemain, on les sort. Ça crée la frustration. J'ai constaté au terme de notre étude sur la politisation de l'administration que la frustration a gagné les rangs et a gagné même les familles. Et par rapport à cela, augmente des attitudes qui expliquent que telle personne est de l'opposition, et on fait vite de classer même des discours pertinents sur la performance de l'administration, sur les dysfonctionnements de l'administration, on les rend tout de suite
au placard, au registre des opposants. Lorsque vous, pas critiquez forcément, mais quand vous émettez des idées, vous formulez des recommandations dans le sens de corriger, parce que si vous ne critiquez pas, vous ne pouvez pas apporter les solutions nécessaires. Mais par rapport à ça, vous êtes rangé tout de suite au placard, on vous regarde. Alors, les meilleurs sont ceux qui sont au pouvoir. Les meilleurs sont ceux qui sont au pouvoir. Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez dit, d'être très bref, je m'en arrête. Merci beaucoup à M. Pierre Zanou. On va continuer avec Mme Mathis Adidjatou, ancienne ministre des Finances. Bonjour à toute l'assistance sur la thématique de ce jour, la rationalisation des fonctions gouvernementales. Il y a à dire et à redire. Mon prédécesseur vient de dire un peu ses sentiments. La première chose que j'ai constatée pour avoir participé, d'abord en tant qu'observateur et ensuite pour avoir participé à un gouvernement, c'est que le chef du gouvernement a trop de pouvoir et qu'il convient quelque part, si notre régime demeure présidentiel, d'encadrer un peu les pouvoirs du chef du gouvernement. Ensuite, les fonctions ministérielles sont fortement politisées. Ça, c'est sûr. Et nous n'avons pas besoin d'avoir une pléthore de ministres pour un pays à ressources limitées pour bien diriger le pays. Il y a aussi que la qualité des hommes qui sont choisis ne permet pas toujours de porter le développement de notre pays. L'administration est fortement politisée, ça c'est certain, mais autre chose, c'est qu'en fait, le pays ne profite pas de la capacité, la pleine capacité des membres du gouvernement, en ce sens que le chef du gouvernement influence fortement, disons, la participation, la contribution des membres du gouvernement à l'édification d'un Bénin prospère. Qu'est-ce que je veux dire? Le constat que j'ai eu à faire, un ministre n'a pas forcément la marge de manœuvre pour initier, pour prendre des initiatives, j'allais dire, et pour conduire pleinement son département ministériel. Vous ne pouvez pratiquement rien entreprendre sans l'autorisation du chef de l'État. Puisque nous voulons aider notre pays à avancer, faisons l'état des lieux, disons la vérité. Et ma conclusion à ce niveau, c'est que l'intelligence de 27 membres du gouvernement, par exemple, se ramène à la seule volonté du chef du gouvernement. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Pour le reste, je crois que lors des débats, nous allons y contribuer et faire en sorte que vraiment la BDC puisse disposer, disons, d'un document qui lui permettra de contribuer à l'amélioration de la gouvernance dans notre pays. J'en aurai fini, merci. Les maux dont nous souffrons dans notre pays aujourd'hui viennent de plusieurs endroits. Le premier identifié, c'est peut-être notre Constitution. J'ai entendu tout à l'heure qu'elle donnait trop de pouvoir au gestionnaire suprême du pays, numéro 1. Numéro 2, les partis politiques. Tout à l'heure, si vous constatez avec moi que depuis que le Bénin, le premier gouvernement de Hubert Maga, après l'indépendance, aucun chef d'État n'est venu des partis politiques. Le chef d'État, une fois élu, met en place son parti politique. C'est le monde à l'envers. Ça veut dire aussi, peut-être, que les partis politiques ne jouent pas pleinement leur rôle. Et il faut analyser tous ces problèmes-là. Moi, je pense que nous devons repartir d'un diagnostic des problèmes avant même de proposer des solutions pour rendre le système efficace, le système de gouvernement efficace. Donc c'est un vaste chantier que le professeur et son équipe ont ouvert et je pense
pense qu'il faut continuer à faire preuve de soutien à leur initiative. Je vous remercie. Bonjour, chers amis. Je m'inscris dans les motivations présentées par la BDC pour dire qu'au-delà de la multiplication à l'infini des postes ministériels qu'on déplore, il faut se poser la question de savoir finalement également quel est le sens de la mission que les ministres se donnent une fois quand même appelés aux affaires. Nous avons bien suivi, au moins qu'avec le président Yahya Boni, la plupart des ministres n'étaient pas libres de diriger leur cabinet et que beaucoup non plus n'étaient pas pénétrés de la vision ou d'une certaine vision du secteur qu'ils étaient appelés à diriger. Mais pire encore, avons-nous dû constater que les partis politiques, représentant l'Assemblée nationale ou pas, ne pouvaient pas avoir voix au chapitre. C'est peut-être le fait de la Constitution. Et au finish, sans devoir modifier probablement la Constitution en ces points, se pose la question de la bonne volonté tout simplement, du sens du management, donc de la préparation de ceux qui sont appelés à former des équipes gouvernementales. Je vois le ministre Ntonji, il a été au cœur de beaucoup de choses comme parlementaire, mais tout comme conseiller spécial. Et nous aurions voulu en savoir davantage sur les considérations qui président à la confection des gouvernements que nous déplorons. Merci. Pour ma part, je considère que c'est un exercice scientifique auquel nous nous livrons ce matin et depuis mercredi dernier également. J'observe que toutes ces personnalités qui ont été présentées, c'est toujours flanqué de anciens ceci, anciens cela. N'allez pas croire que c'est un rassemblement d'opposants. En tout cas, je ne le pense pas. Nous voulons, n'est-ce pas, mener des réflexions dans le sens de l'amélioration de la gouvernance, tout simplement. Alors, vous avez fait le point statistique du nombre de ministres qui ont défilé dans les différents gouvernements. Vous avez oublié les affaires étrangères. Les affaires étrangères ne font pas exception. Je crois que au jour d'aujourd'hui, il faut compter 6 ou 7 ministres des affaires étrangères. Peut-être que la succession donne plus de sens à la visibilité de notre action sur le plan international. Je n'en sais rien, c'est une réflexion. Je ne sais pas. Alors, c'est les partis politiques qui animent la vie politique. Mais lorsqu'il s'agit d'élections présidentielles, généralement sous d'autres cieux, on dit c'est la rencontre du candidat avec le peuple. Yahya Boni arrivé n'appartenait à aucun parti politique. Je passe sous le contrôle de mon ami Golou. Vous n'allez quand même pas soutenir un candidat non politique. La suite, vous voyez. Je ne porte pas un jugement de valeur. Est-ce que c'était une bonne chose ou pas? Nous constatons tout simplement. Alors, le choix des ministres. Je ne verse pas dans l'élitisme. Mais il va falloir à un moment ou à un autre que l'on s'arrête, qu'on s'interroge sur la qualité de ceux qu'on doit nommer ministres. Et c'est en cela qu'il y a une structure américaine qui m'a toujours séduit. Le chef de l'État, il n'a pas la dernière décision, il propose son champion pour être ministre. Ce candidat qui est proposé doit penser devant une structure. Il va dire ce qu'il pense des fonctions qu'on lui confie. Et s'il est recusé là, le président doit revoir sa copie. Il faut que nous en arrivions là. Ce n'est pas de l'élitisme, pardonnez-moi. Parce qu'il y a trop de choses qui se passent. C'est ahurissant, on ne comprend pas. 9 en 10 ans, 1 an pour un ministre. Bon, il a été ministre. En veux-tu, en voilà, les ministres, ça court les rues maintenant, il y en a plein.
peut-être que nous ne sommes pas encore au bout du rouleau. Il y en aura d'autres, j'en sais rien. Je ne porte pas un jugement de valeur. Je m'interroge, comme vous tous ici présents, il y a un problème. Alors, cette rencontre qui est strictement scientifique de mon point de vue permettra de faire des propositions. C'est pourquoi je lance cette idée, parce que je ne pourrai pas rester plus longtemps. Il faudrait qu'on en arrive à cette structure-là qui doit, donner une dernière décision sur les proposer, les candidats éventuels à un poste ministériel. Je vous remercie. Merci. D'abord, permettez-moi de vous remercier. L'association du droit constitutionnel du Bénin pour m'avoir invité, m'associer à ces réflexions que je considère comme une sorte de laboratoire d'idées pour voir le chemin parcouru depuis 25 ans sur notre Constitution. Et je suis peut-être dans un département où je fais l'exception, parce que vous dites 9 ministres, mais moi je suis resté au ministère du Plan et du Développement où nous ne sommes que 2. Le ministre Koupaki, et puis c'est moi, et après le Premier ministre. Donc non, c'est peut-être l'exception, parce qu'à ce poste, on a besoin de prospective et surtout de programmatique. Puisque le PIP, le projet d'investissement public, ce n'est pas d'année en année, et il faut qu'il y ait un suivi avec des stratégies qu'il faut élaborer. Mais, néanmoins, il y a eu quand même signe d'instabilité, puisque le ministère a été plusieurs fois désossé. On a enlevé d'abord la dénationalisation, ensuite les OMD, ODD, ensuite l'évaluation qui était un petit service qui était peut-être 10% des activités, qui a été remis encore en ministère. Alors, à mon sens, il faut rechercher le signe de ces instabilités-là dans notre Constitution, puisque notre Constitution dit que ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Mais en ce qui concerne le chef d'État, on n'a pas dit qu'il doit être d'un parti. Et donc, lorsque vous êtes dans un parti, vous partagez la même vision. Et vous voyez les innovations et les actions qu'il faut mener. Vous n'avez pas ça en commun. Mais c'est une fois arrivé au pouvoir que le chef de l'État doit gérer la géopolitique. Vous savez, dans notre pays, c'est très important. Et même le ministre dit non, il n'est pas du Nord, il n'est pas du Sud, il n'est pas FCBE. Ensuite, après cela, il faut qu'il gère les intérêts, les gens qui l'ont appuyé pour venir. Très souvent, j'entends là-dedans, n'a pas de ministre, là-dedans, n'a pas de pavé, là-dedans, voilà. Et donc, après cela, il faut gérer les intérêts. Et ça, ces intérêts-là, il y a des mécontentements. Et enfin, il faut voir la personnalité du chef de l'État aussi. Il est banquier. Et nous, banquiers, nous aimons centraliser. Et donc, il a une forte centralisation. Et à chaque instant, il veut remplacer les 27 ministres pour être sûr de ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça, c'est la personne même ça. Maintenant, il faut pouvoir avoir des critères de choix. La Constitution ne lui oblige pas. Mais cette Constitution, en principe, on doit mettre que pour être ministre, il faut avoir un certain nombre de qualités. La vaillance, c'est-à-dire le travail avec acharnement. Ensuite, l'honnêteté, la responsabilité, et ensuite l'esprit de discernement, et surtout l'humilité. Vous ne pouvez jamais tout connaître, même si vous êtes ministre, et savoir avoir animé une équipe. Un ministre, c'est d'abord un chef d'équipe. Mais si lorsqu'il n'a pas l'esprit partisan, qu'il ne partage pas la même motivation, il ne partage pas la même vision, forcément, il y aura problème. Et donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. Et je crois que Dr Alexandre Motondi, qui fait partie de ceux qui ont animé avec le cours, sont animés avec AI, il pourra, dans son exposé, nous donner pas mal d'explications. Je vous remercie. Quand j'étais garde des Sceaux, mon cadet, mon garçon, il passait son épreuve de baccalauréat. Et à la veille de la fin de l'épreuve, il disait à sa maman, depuis que j'ai commencé cet examen, je n'ai pas vu mon père une fois, je vais finir sans l'avoir vu. Parce que quand je rentrais, il s'était déjà couché, quand je repartais, il était déjà parti. C'est après que sa maman m'a dit ça. Ça m'a beaucoup touché. Je n'ai pas vu mon père une seule fois. Durant toute la période, je suis en train de pleurer. Parce que j'étais ministre. Je rentrais à la maison à 3 heures du matin. Je crois que je l'ai dit en conseil des ministres une fois. Il peut témoigner, le ministre
Parce que, comme m'a dit le ministre de Souza, le chef de l'État que nous avons, quand il travaille, il aime avoir autour de lui ses collaborateurs. Donc, en fait, ceux qui veulent avoir, il aime les avoir autour de lui. Ça veut dire que il faut être avec lui peut-être jusqu'à 0h. Et si demain matin, vous ne voulez pas avoir du retard, vous allez dans votre ministère, ce que je faisais, jusqu'à 3h avant de rentrer. Donc, celui qui a parlé de stress, je crois que c'est le professeur Yvon ou d'autres, il n'a pas tort. Donc ça, c'est juste une petite anecdote. Pour camper la situation qui est la nôtre, celle de beaucoup de collègues ici. Par rapport au thème des derniers entretiens sur les partis politiques, je pense que, enfin, de mon point de vue, si c'est facile, ou bien plus facile, de rationaliser le système partisan, on en a beaucoup, je ne sais pas s'il serait aussi aisé de rationaliser l'équipe gouvernementale. Ce sera l'objet du débat. Mais je voudrais dire que le système partisan chez nous est responsable de beaucoup de choses. Ce n'est pas nécessairement la Constitution. C'est la charte des partis qui parle des partis, ce n'est pas la Constitution. Alors, pour les collègues qui disent la Constitution, c'est vrai, nous avons une forte présidentialisation du pouvoir, de la démocratie. Il aurait fallu, en contrepoint, des contre-pouvoirs aussi solides. Ce que la Constitution a tenté. Mais les balises sont faibles, si bien que ça a permis au chef de l'État de les enjamber toutes, et c'est pour ça qu'on parle de Constitution. Non, s'il y a une forte présidentialisation, il faut une forte contre-présidentialisation. C'est les contre-pouvoirs. C'est ça l'équilibre. Notre Constitution en a parlé, mais très vite, le président actuel, ayant vu le président Soglo, le président Kérékou, il a eu le temps d'étudier. Voilà, moi je dis, s'il y a un avantage à tirer, c'est qu'il a éprouvé notre système politique. Et ça, c'est un avantage. Nous devons en tirer profit pour améliorer. Voilà ce que je vais dire pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, chers camarades, messieurs. Je suis très heureux d'être ici ce matin avec Ivor. Je crois qu'il a toujours des idées, il les met en œuvre. Je constate qu'il y a beaucoup de grandes personnalités du pays ici. C'est tellement riche. Et moi, je suis très heureux de les écouter, de savoir ce que chacun pense de notre pays. Il y a 4 à 5 ans, j'étais à l'Assemblée nationale et nous attendions le ministre, un des ministres qui doit venir exposer. Et puis je m'énervais, il ne venait pas. Il dit, monsieur, il est où? Et puis quelqu'un m'a dit, il est à côté de... Il c'est lui le ministre. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Vraiment, je ne le connais pas. Et c'était le ministre. Je ne connais pas du tout. Et ça pour moi, c'était une affaire, un événement important de savoir comment les ministres sont nommés dans notre pays. Il y a quelques jours, pas quelques jours, je revenais d'une grande cérémonie d'investiture d'un président qui n'est pas loin de notre pays. Alors, les ministres étaient là pour nous saluer. Les ministres que j'ai vus sont ceux que j'avais déjà vus en 2011. 2011, ils étaient là. Ils étaient là et c'était un grand plaisir pour moi de les voir. De les voir à la télé. Comment tu vas? C'est une grande richesse. Et puis, chez nous ici, quand les gens sont nommés au gouvernement, ils se retrouvent et ils commencent par se voir. C'est toi? C'est toi? C'est toi? C'est un problème. Je pense qu'il y a un minimum de 2 choses qu'il faut observer.
le profil du ministre, c'est quand même quelque chose de très très important. Sous beaucoup d'angles, professionnels, patriotiques. Mais il doit être quand même un homme politique. Il avait été maire quelque part, ou député quelque part, excusez-moi pour ceux qui ne le sont pas, mais qui veulent l'être. Il connaît le pays, il sent le pays, il connaît les problèmes. Soit la mairie, il a été député, il a écouté les ministres, il s'est battu, il a appris la politique. C'est à l'Assemblée qu'on apprend la politique. Et donc, je pense que c'est important dans beaucoup de pays du monde. Il faut être député pour être ministre. Ce n'est pas par hasard. Si tu n'es pas député, tu n'es pas ministre. Tu es député, tu connais le pays, tu apprends le pays, tu sais ce qu'il faut faire avant d'arriver là. La deuxième chose, c'est l'équipe. Il n'est pas question d'avoir des ministres. Il s'agit d'avoir une équipe pour réaliser des objectifs précis donnés. C'est une affaire d'équipe, ce n'est pas autre chose. Or, malheureusement, les présidents que nous avons sont, excusez-moi, sont des présidents venus du secteur des indépendants. Donc, quand ils arrivent au pouvoir, ils sont présidents et ils nomment des ministres. Ils ne forment pas des équipes. Ils nomment des ministres. Toi, tu es satisfait. Toi, tu es satisfait. L'autre aussi est satisfait. Au travail. Au travail, pour faire quoi? Pour faire quoi? Chacun dans son domaine essaye de tourner un peu ses attributions, à faire des bagarres avec l'autre, ainsi de suite. Il n'y a pas des équipes. Il n'y a que les partis politiques qui peuvent avoir des équipes parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble. Ils connaissent les problèmes du pays. Ils ont travaillé là-dessus. Ils ont des programmes. Ils ont des projets de société. C'est ça une équipe. La question que je me pose, l'importance des partis politiques et le rôle qu'ils jouent au Bénin. Est-ce que nous avons vraiment des partis politiques? C'est ma première question. Et nous avons des anciens, des nouveaux, les mêmes qu'on voit. Et franchement, actuellement, ça ne m'intéresse pas d'être ministre. Je n'ai pas envie d'être ministre. Je remercie le professeur Aïvo qui a réuni tout ce beau monde. Nous allons dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Comment on est nommé? Et puis, est-ce que la solidarité gouvernementale, oui, mais est-ce qu'on n'a pas sa personnalité et on ne peut pas démissionner? Combien de ministres ont démissionné? Le président, ça ne va plus. Mais quand ça ne va pas, on divorce. On peut divorcer, ça existe. Donc nous avons une très bonne constitution, mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Et quand vous êtes nommé, vous avez bien, il y a eu une négociation. Et je vois des collègues, il y a l'opposition, il y a tout ce qu'on a, mais c'est une ou deux personnes qui savent ce qu'elles veulent réellement. Les autres suivent. Alors, j'ai entendu M. Marcel de Souza, honorable, j'ai suivi certaines personnes. Je suis très bien, Madame Matisse, félicitations, vous avez eu du courage. Mais ici, on ne peut pas toujours démissionner. Pourquoi? Point d'interrogation. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on puisse se dire la vérité. On se demande pourquoi on ne s'intéresse pas à la politique, pourquoi on ne participe pas à la vie politique. C'est toujours les mêmes qui sont sur le terrain. Pourquoi? Dans certains pays, je prends le cas du Cameroun, je suis resté quelques années, mais à part le conseil des ministres, tous les mercredis, on n'a pas peur. On attend. Mais ici, c'est un frémissement. On a peur. Et pourquoi on a peur? On vient à la politique pour s'enrichir. Si vous êtes professeur, vous n'êtes plus ministre, vous retournez, vous prenez la craie. Ici, on dit qu'il faut aller le saluer. Il n'est plus ministre, mais ce n'est pas un enterrement. Il n'est plus ministre. Il est allé remplacer quelqu'un. Alors, je voudrais, si je suis venu ce matin, c'est qu'on puisse se dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé réellement?
Et c'est pour ça, quand je parlais du ministre, je ne dirais pas l'honorable, de Sousa, il a eu le courage de dire ce qu'il devait dire. Alors, osons aujourd'hui dire ce qui ne va pas. Pour que demain, c'est vrai, combien de ministres nous avons, moi je peux vous dire que je ne connais pas les noms de tous les ministres. Et puis pour que ça puisse vous intéresser, ça veut dire que vous donnez encore un sens. On est là, on dit ça ne va pas, économiquement ça ne va pas, on ne punit pas, il n'y a pas de sanction, tout le monde est causé de ceci ou de cela. Si c'est comme ça qu'il faut régler les dossiers, je crois qu'on n'ira pas loin. Donc, bravo au professeur Joël et disons-nous la vérité, nous voulons entendre la vérité, nous connaissons cette vérité, mais il y a des choses qu'on aimerait bien entendre de la bouche de certaines personnes. Je vous remercie. Autorité à divers niveaux, je vous salue. Chers collègues, chers militants, chers camarades, bonjour. Je pense que je suis une ministre atypique. Atypique dans la manière dont je suis venue au gouvernement. D'abord, j'étais reconnue d'emblée comme la doyenne du gouvernement. Et pour moi, ce n'était pas un complexe. Une doyenne, ce n'est pas mauvais du tout. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui voit loin. Ensuite, j'ai été identifiée par une ancienne élève, une de mes anciennes élèves, alors que j'étais professeur d'allemand au lycée Blanzé, et qui voulait savoir si j'étais tout aussi agréable, rigoureuse et ferme, et si j'étais encore un tout petit peu jeune. Et la réponse leur a été donnée. Quand je l'ai vue, elle avait encore sa tête sur les épaules, et ça pourrait aller. Mon CV, c'est pas moi qui l'ai donné. Mon CV a été pris chez ma fille qui travaillait et travaille toujours à la BCAO. Je ne sais pas si M. de Sousa est passé par là, en tout cas je ne sais rien. Ensuite, j'ai été invitée le jour où on devait dire la première messe au président de la République, invitée comme ancienne du système des Nations Unies qui connaissait donc bien les étrangers, les autorités, pour placer ces autorités entre les mains justement des jeunes filles et des jeunes gens qui les accueillaient et aller les faire asseoir aux places idoines à Saint-Jean, car ce fut à Saint-Jean cette première messe. Et je vois venir Roger Aoyo qui me dit, qu'est-ce que tu fous là, toi? Je dis, mais comment? Je viens rendre service à la République. Tu ne sais pas que tu as été nommé ce matin, à 2h du matin, que tu as été nommé ministre de l'Éducation. Moi, nommé ministre de l'Éducation, j'ai pris les pattes, j'ai fui, j'ai disparu. J'ai disparu, non pas que je n'en ai pas entendu parler, mais vraiment rien de bien construit, de bien accepté. Je ne connaissais même pas le président de la République. Alors le décédant, paix à son âme, puisqu'il est décédé, me cherchait partout dans la journée pour rattraper ce ministre de l'Éducation. On l'a donc envoyé chez moi. Je l'ai vu. Vous êtes là pourquoi? Pour vous dire que vous avez votre premier rendez-vous cet après-midi avec le chef de l'État qui cherche à vous connaître. J'ai donc, je vous le jure, cherché partout la maison du chef de l'État que j'ai retrouvée après le Sacré-Cœur derrière. D'ailleurs, il habite toujours là. Je me suis présentée. Ah, c'est donc vous. Ah, c'est donc vous. Nous nous sommes fait les civilités et je me suis assise. Alors, parlez-moi un peu de vous. Ancien professeur, journaliste,
professeur formé à l'Institut de planification de l'éducation pour les innovations éducatives, blablabla, tout le blablabla qu'il fallait raconter. Est-ce que ça vous intéresse d'être ministre? Ah, c'est pas une question d'intérêt, c'est sérieux. Pour ma part, je puis vous dire que j'ai été formé pour la qualité de l'éducation. Mais la qualité de l'éducation, ce n'est pas être ministre nécessairement. J'ai d'ailleurs assumé cette qualité de l'éducation en tant que directrice de l'INFRE. J'ai aussi assuré cette qualité de l'éducation dans divers secteurs quand j'ai été au Burkina comme chargée d'éducation au Burkina Faso, etc., à la base comme chargée de crédit pour les femmes, etc., etc. Donc, si vous voulez qu'on essaye ensemble, parce que être ministre pour moi, c'est travailler en équipe, je pourrais, pour ne pas vous dire non, en tant que doyenne, je pourrais vous dire oui. Nous allons faire l'expérience. Et nous allons commencer l'expérience, mais en fait, je pense que cette expérience n'a pas duré parce que j'ai été la première à monter mon cabinet et j'ai choisi quelqu'un qu'il ne fallait peut-être pas choisir, mon directeur de cabinet, M. Méterwé. Et les problèmes sont arrivés à partir de ce Méterwé qui m'aurait salué au drapeau, m'aurait remercié, moi, comme être au drapeau, avant de remercier Son Excellence le Président de la République. C'est le péché. Alors je lui ai expliqué, il n'en était pas question, il m'a dit, je voudrais vous remercier et vous demander de bien vouloir remercier le Président de la République d'avoir accepté votre proposition. N'est-il pas beau ça? Alors, donc, j'ai dû expliquer et réexpliquer. Il m'a dit, donnez-lui une demande d'explication. Demande d'explication pour cela. Je ne me vois pas en train de donner une demande d'explication pour quelqu'un que j'ai choisi parce qu'il était à l'antichambre de la qualité. Directeur des examens et concours, c'est l'antichambre de la qualité en éducation. Et je vous ai dit, c'est ce que je sais faire et c'est ce qu'il faut faire en éducation et c'est ce qu'un ministre pourrait faire en équipe en éducation. Alors il m'a dit, si vous ne lui donnez pas une demande d'explication, eh bien, je ne vous garderai pas. Excellence, Monsieur le Président de la République, et ça, cette façon de parler, c'est mon collègue Agosso qui me l'avait appris parce que je disais, Monsieur le Président dit, tiens mon conseil pénal, Excellence, Monsieur le Président de la République. Ah non, on doit aller bleu. Voilà, donc, j'ai dit que je ne pouvais pas marcher et j'ai pris mes affaires, j'allais sortir en lui disant, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je ne peux pas aller dans ce sens. Je prenais la porte quand il m'a rappelé, asseyez-vous. Vous savez, j'ai encore ça pour vous, ça pour vous. Cette place serait possible, cette autre place serait possible. Allez-y, on se reverra. Excellence, Monsieur le Président de la République, si je pars d'ici, plus jamais je ne travaillerai avec vous. Et je suis sorti. Voilà comment je suis sorti. Et 3 mois après, il m'a envoyé 2 collègues ministres pour me supplier de revenir parce qu'il avait des échos, etc. Puis ensuite, il est venu à la mairie me chercher pour que je revienne. Et j'ai toujours dit non. Non pour servir d'exemple, non parce que c'était aussi ma conviction profonde qu'un ministre ne se négocie pas de cette façon-là.
c'est un responsable. Et gouverner, c'est vraiment savoir qui on a en face de soi, avec qui on doit travailler et ce qu'on a envie de faire soi-même. J'ai choisi la qualité, j'ai choisi de travailler dans la qualité. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, j'ai eu plein de problèmes parce que je voulais savoir pourquoi telles écoles au Nord, après avoir eu du financement de ma part, après 5 mois, s'est arrêté et pourquoi ça ne se construisait pas. C'est pas normal. D'avoir fouillé dans tout ça ne me gardait pas non plus ma place dans l'assurance et la durée. Franchement, beaucoup de choses sont encore à dire, mais je crois que l'instable était dans la maison. Quand je vais faire au sujet du jour, qui est axé autour de la rationalisation gouvernementale, je me dis ceci simplement. Rationaliser, c'est d'abord gérer le temps. Parce que nous gérons efficacement le temps au gouvernement. Rationaliser, c'est d'abord travailler en cohérence. Rationaliser, c'est se fixer un objectif et l'atteindre de façon efficace. Mais je me rends simplement compte de l'observatoire où je suis assis, où j'observe que ce vieux personne arrivant un vieux pied. Ce n'est pas évident. Lorsque, par exemple, sous l'ancien système que nous connaissions, il y avait une heure pour écouter le Conseil des ministres. Quand le tout-puissant Mison venait dire, d'abord on serait concan, tout le pays se mettait au garde à vous, c'était le calme. Les mouches volaient, les enfants allaient s'asseoir. Au cours de la séance, tout le monde écoutait le Conseil des ministres. C'était un rituel. Aujourd'hui, on ne sait plus quand est-ce qu'il y a Conseil des ministres. On ne sait plus. Ça n'a plus d'heure, ça n'a plus de jour. Le ministre Marcel Tozo est là, les ministres sont là. Et c'est des conseils à chaque seconde, à chaque minute. Les comptes rendus sont sporadiques, c'est peut-être une fois par mois, une fois par quinzaine. Ça, ce n'est pas aussi. Ça, on ne peut pas dire qu'on rationalise le temps. Un sujet qu'on peut traiter en 5 minutes, on parle pendant 4 heures. Pendant 4 heures. Et on pense être efficace. Ensuite, lorsque vous voyez aussi également le ministère qui chaque année change de dénomination, des directions migrantes en permanence. Une direction qui migre, qui va dans notre ministère, 2 semaines après, elle migre dans notre ministère. Vous voyez, avec ça, il serait difficile d'être efficace. C'est compliqué. L'instabilité institutionnelle qui caractérise actuellement notre système gouvernemental, c'est un véritable coup de frein au développement. Un vrai coup de frein. Comment rendre cohérent tout ça pour que l'action gouvernementale puisse produire les résultats et les effets attendus? C'est la question qu'on se pose. Quelqu'un parle du choix du gouvernement. Aujourd'hui, là, il ne sait pas combien de candidats, comme dirait celui qui a inventé, qui est ici, c'est celui qui a entendu ça une fois pour la première fois, les candidats, c'était en 1995. On était en 1995. Les candidats entre griffes aujourd'hui, je ne sais pas quel bulletin de vote va les contenir. Je pose la question, sur quel bulletin mettra une centaine de candidats pour pouvoir voter? Nos parents, comment vous les identifier? Tous seront en veste-cravate. Comment vous les identifier? Ce matin, quand elle venait, c'est une question qui me tombait à la tête. Et je profite là pour dire au professeur Yvon, si nous devons faire
de loi électorale, s'il faut revoir notre constitution, il serait souhaitable qu'à l'instar des autres pays, que peut être candidat à la présidence de la République, que chaque candidat soit porté, chaque candidature soit portée et validée par des élus. On va prendre les conseils communaux ou municipaux. On peut par exemple dire que pour valider une candidature, il faut 10 députés pour signer. Ça fait là, 83 députés ici, 10 députés. Pour porter un candidat, on a maximum 8 candidats. 8. Là, il n'y aura plus ce que nous voyons aujourd'hui où tout le monde pense qu'il est candidat, tout le monde pense que lui peut être candidat. Conséquence, on forme des gouvernements. Hein? On va au gouvernement sans savoir exactement pourquoi et ce qu'on va faire. Donc, voilà, il y a autant de questions qu'on se arrive aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais été ministre. Je ne sais pas ce que veut dire leur expérience, parce que je n'ai jamais eu l'expérience. Donc, je peux que commenter ce que j'observe et ce que je vois. Donc, je souhaite que la séance, ils sont là, ils ont été ministres, le professeur Openji a été ministre, le pardon a été ministre également, le professeur Abraham Zemmour a été ministre, bientôt, c'est peut-être le tout professeur Louis très bientôt, je ne sais pas. Donc, on attend que ça vienne. Donc, je vous remercie, professeur Yvon, merci infiniment. Merci beaucoup de me passer la parole. Je dis bonjour à tout le monde et surtout au professeur Joël Yvon, dont je suis fier et je pense que tout le Bénin est fier de vous avoir. J'ai écouté les collègues, les personnalités ici. Tout le monde est au courant de tout ce qui se passe dans notre pays. Mais nous faisons tous les sourds. Je me pose souvent la question, parce que moi je suis une femme d'affaires, je ne suis pas cadre, je ne suis pas comme vous. Si vraiment nous avons des fils du pays, si nous avons vraiment des patriotes, des cadres qui aiment vraiment leur pays, parce que nous critiquons le nombre de ministres. C'est facile à dire. Mais quand les communes, chaque commune doit avoir son fils dans le gouvernement, que faire? Ce sont ces communes, ce sont ces départements qui ont voté pour le président de la République, et s'il veut revenir, il est obligé de faire avec ces personnes. Aujourd'hui, les religieux ont leur candidat au gouvernement. Alors, pourquoi nous ne gravons pas, nous ne refusons pas, surtout ceux qui vont au gouvernement, pourquoi acceptent-ils surtout l'humiliation? Je viens d'écouter la sœur, notre doyenne, mais j'ai honte. D'autres ont ri, moi j'avais plutôt envie de pleurer, parce que qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Moi j'ai honte des partis politiques, parce que c'est eux qui sont défaillants par rapport à leur fonction de politique. Je ne sais pas si on le dit comme ça, politique, parce qu'on ne devait pas accepter ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une loi pour les partis politiques, pour soutenir les partis politiques. Mais cette loi, pourquoi ce qui est le contenu n'est pas respecté? Parce que le président sait que s'il donne le pouvoir aux partis politiques, lui ne pourra plus faire la pression sur certaines personnalités. À mon avis, je pense que c'est pour cela qu'on ne veut pas donner le pouvoir qu'il faut aux partis politiques. Mais nous aussi, on se laisse faire. Les partis, regardez ce qui se passe maintenant. On est au mois de novembre. On ne sait même pas qui est candidat, qui va. Aucun parti, tous les partis sont devenus des attentistes. Hein? Ils attendent. Qui aura la meilleure position, tout ça là? Mais non, c'est pas normal. Et je vous en prie, vous êtes jeunes,
Ne faites pas comme les anciens. Tous les anciens, je ne veux pas dire que tous les anciens sont mauvais. Mais c'est eux qui ne respectent pas la loi. Ils ne respectent pas la loi. Tout le monde doit avoir sa part. Alors on fait quoi? Il faut qu'on devienne... C'est-à-dire que la nouvelle génération, je sais qu'il y en a qui sont pourris dans la nouvelle génération, mais vraiment la nouvelle génération, vous devez leur donner une autre éducation. Aimer son pays, être vraiment patriote, c'est ce qu'il nous faut, c'est ceux qui aiment leur pays qu'il nous faut aujourd'hui. Tout le monde pense seulement à lui, à sa maison, tout ce qu'il fait, mais le pays, on ne pense plus au pays. De grâce, trouvons des patriotes pour gérer le pays. On veut 16 ministères, oui, mais autour de ces ministères, qu'est-ce qui se passe? Les gens organisent les trucs de bouffe, on bouffe. Regardez, j'ai écouté Canal 3 ce matin, c'est une honte de savoir que les funérailles du président du feu Mathieu Kérékou, les gens proposent 1,2 milliard pour l'organisation, pour ça. On est dans quel pays? 1,300. Moi j'ai entendu 1,200. On est dans quel pays? On est un pays pauvre, il faut le reconnaître, très très pauvre. Donc il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses à ne pas accepter. Évitons, 2016, là, moi j'ai très peur. Hein. Les partis politiques, je ne sais pas ce que vous allez faire. La société civile, lutter pour que ce soit les partis, les politiques qui viennent au pouvoir. Il faut que celui qui vient au pouvoir soit désigné par un parti politique. Au Ghana, vous ne serez pas ministre si vous n'avez pas été député. Ici, comme l'a dit le collègue, moi je demande où est le ministre. À l'Assemblée, on me dit, mais tu n'as pas vu, c'est... Ah bon, c'est ça? Ah, oh. Non, c'est grave. Mais c'est vous les cadres là. Comme disait le président Mathieu qui est coupé à son âme. Quand il disait des cadres tarés, il ne croyait pas si bien dire. Je vous assure, nous avons des problèmes avec nos cadres. Excusez-moi si j'ai égratigné certaines personnes parce que je sais que tout le monde n'est pas mauvais. Il y a de bon, il y a de mauvais dans le lot. Mais quand on dit bien souvent que dans un panier de tomates, s'il y a une tomate pourrie, c'est facile de pourrir tout le panier. Je vous en prie. Je vous confie, c'est une mission de faire en sorte que les choses changent pour 2016. Merci beaucoup, je suis encore fier de vous. Merci beaucoup à l'honorable Ibatou Sani Glele. Alors, je vais vous dire maintenant que nous sommes à la pause. On va descendre dans la cour, les participants notamment, pour la photo de famille, revenir pour le cocktail. Et ensuite, on va assister aux différentes communications. Alors, je voudrais vous prier surtout de ne pas partir parce que les communications seront très courtes. Nous avons juste aujourd'hui 3 communications de moins d'1 heure de temps. Donc, je vous prie de rester pour les débats et ce sera très intéressant comme d'habitude. Donc, à tout de suite.